Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette semaine minière, première activité de la semaine minière 2024. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM Amos. Et je tiens à vous remercier de votre présence aux différentes activités de la semaine minière qui est sous le thème Ensemble, innovons pour le futur. Puis évidemment, c'est un merci qui englobe là, tous les membres du comité organisateur. Il ne faut pas les oublier. On était quand même plusieurs à travailler sur l'organisation puis la réflexion de la semaine minière. J'ai malheureusement manqué un peu de temps pour voir qui était là, qui n'y est pas. Fait que je vous salue tout le monde. Avant d'aller plus loin, je tiens vraiment à remercier nos commanditaires. Ils ne sont pas affichés là à l'écran dans le moment, mais la conférence est enregistrée, est en ligne. Ils sont en ligne dans le moment. Puis les commanditaires, vous les avez vus sur les différents envois courriels que j'ai faits les semaines dernières puis que je vais faire encore cette semaine. Mais c'est vraiment un gros merci à ces commanditaires-là parce que sans les commanditaires, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait. Encore une fois, vraiment merci. La Semaine minière du Québec, c'est un événement annuel qui existe depuis 32 ans au Québec. C'est une semaine qui est célébrée partout au Québec pour tous les Québécois, petits et grands, qui sont invités à découvrir l'industrie minière du Québec. C'est une occasion unique de faire briller l'industrie minière, d'informer le grand public de l'évolution de celle-ci au fil des années, de mettre en valeur ses bonnes pratiques, ses réalisations ou encore sa nécessité dans la décarbonation mondiale. Décarbonatation mondiale, excusez. J'ai tendance des fois à sauter des syllabes. La Semaine minière du Québec est l'occasion, donc, d'unir les forces de toute une industrie et de montrer aux Québécois toute l'innovation du secteur minier. Pour y parvenir, je vous invite tout le monde, autant minières que fournisseurs de services, à ouvrir vos portes à la population, particulièrement cette semaine, pour montrer qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait de bon. C'est vraiment important. Cette année, à Amos, on va avoir 10 activités qui s'étalent sur une semaine et demie, qui s'adressent à tout le monde. Il y a 4 dîners-conférences. Il y en a eu un la semaine passée. Une soirée cinéma, vendredi soir. Un 5 à 7 conférence maillage demain. Un 5 à 7, une porte ouverte. Puis une visite minière. Puis 2 formations. Malheureusement, il y a une formation qui a manqué d'inscription, mais au moins, c'était offert et disponible pour tout le monde. Je vous demanderai de ne pas oublier d'éteindre vos cellulaires. Je m'attends à ce que tout le monde prenne son cellulaire et s'assure qu'il est bien à off. Avant la conférence principale, on a on vous propose un spectacle d'un conteur qui est Pierre Labrèche. Pierre, c'est à toi. Clic, ça marche. On va faire un petit test de son.
Ça me rappelle, je vais vous conter une anecdote. Dans mon village, on a fait la réfection de l'église à un moment donné. Et puis, on a installé des nouveaux systèmes de son. Puis la semaine d'après, quand le curé est monté en chair, ça faisait comme... Fait qu'il dit, « Mais bien, cher frère, je désire vous aviser que j'ai des problèmes avec mon micro. » Et puis tout le monde a répondu, « Et avec votre esprit. » Je vais commencer par me présenter. Mon arrière... Qu'est-ce qui se passe, frère? Tu vas me fader ça. Mon arrière-grand-père s'appelait Siméon. Mon grand-père s'appelait Zénon. Mon père s'appelait Gaston. Puis moi, ben non. Les parents, ils n'ont pas poursuivi la tradition. Ils auraient pu m'appeler Napoléon, Cupidon. Ben, ils m'ont appelé Pierre. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle Pierrot. Je vais vous le dire honnêtement, ça m'arrive d'avoir le Pierron, mais on ne parlera pas de ça ce midi. Mon grand-papa Zénon, il était menuisier. Il a travaillé à bien des places pour gagner sa vie, un peu partout, dans le Québec, même dans le nord de l'Ontario. Mais avant de revenir bâtir sa vie en Abitibi au milieu des années 30, mon grand-papa Zénon construisait des pianos à l'usine des pianos Willis à Sainte-Thérèse de Blainville. Je ne sais pas si vous savez comment on appelle quelqu'un qui fabrique des instruments de musique. Pour les instruments à cordes, on appelle ça un luthier. Pour les instruments à vent ou les instruments à touche comme un piano, on appelle ça un facteur d'instruments. Grand-papa Zénon a été facteur de piano. Mon autre grand-père s'appelait Rodolphe. Grand-papa Rodolphe jouait du violon. Lui aussi a travaillé à bien des places. Grand-papa Rodolphe, à un moment donné, il était violoniste dans les salles de cinéma muet. Quand le cinéma est devenu bavard, mon grand-père est devenu commis dans un bureau de poste. J'avais deux grands-pères. Ça arrive à pas mal de monde, je pense. Deux grands-pères, un commis au poste, violoniste, puis un facteur de piano. Ce n'est pas étonnant que j'aime la musique. C'est peut-être ça qui m'a donné mon thème de voix. C'est pas étonnant que je sois devenu homme de lettres. J'ai été facteur pendant 30 ans. 30 ans à me promener ces rues, les trottoirs, dans vos entrées de maison, dans vos escaliers, sur vos balcons. 30 ans à rencontrer du monde qui me racontait toutes sortes de belles histoires. J'ai été facteur ici à Amos, j'ai été facteur dans l'Ouest canadien, puis j'ai été facteur à Rouyn-Noranda. Quand on est facteur en Abitibi, bien, on se fait parler de quoi? On se fait parler des mines, c'est certain. Moi, j'entendais des histoires, puis je les mettais dans mon sac de facteur pendant toute ma vie. J'ai fait ça. Aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous conter. J'ai tout de suite repensé à Réal V. Benoît. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Réal V. Benoît? Pour les plus anciens d'entre nous, Réal V. Benoît, il a été le mineur-chanteur. Dans les années 70, ce gars-là, qui était mineur dans la région de Rouyn-Noranda, s'est mis à faire de la chanson. Il a eu un certain succès. À un moment donné, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas gagner sa vie avec la chanson, fait qu'il est retourné dans les mines. Réal V. Benoît chantait toutes sortes de choses, des chansons assez comiques des fois. Il disait « L'autre jour, un soir à la maison, non, l'autre jour, un soir avec ma femme, chez nous à la maison, en regardant tout bonnement, ma foi, la télévision. » Elle me demande, « C'est-tu vrai qu'Aline puis toi, vous vous voyez souvent? » Et puis il dit, « Pas non, encore une fois, parce que je sacre mon camp. » Puis là, il commençait, « Pogner si c'est oui, pogner si c'est non, pogner si c'est oui ou non. Fichu si c'est oui, fichu si c'est non, fichu si c'est oui ou non. Coincé si c'est oui, coincé si c'est non, coincé si c'est oui ou non. Foutu si c'est oui, foutu si c'est non, foutu si c'est oui ou non. » Réal V. Benoît chantait aussi des chansons ouvrières. Il parlait de son métier de mineur. Il faisait des chansons politiques aussi. Puis il s'intéressait souvent à la santé puis à la sécurité au travail. Il était dans les années 70, Réal V. Benoît, quand il chantait ça. Puis c'est certain qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. La santé et la sécurité au travail, c'est une priorité pour vous autres, comme pour tout le monde, la santé et la sécurité au travail. Moi, je me faisais conter des histoires par toutes sortes de monde. Il y a un monsieur sur ma route de facteur à Rouen qui s'appelait M. Dugrey. C'est un Franco-Ontarien qui était venu s'installer en Abitibi. Il a travaillé dans tous les métiers qui ont rapport avec des mines. Puis il me racontait des histoires. Il me racontait sa vie. C'était une espèce de jack of all trades. M. Dugrey, puis à un moment donné, il me raconte, il dit, ouais, tu sais, moi, là, un certain temps, j'étais pas trop en forme, j'étais fatigué. J'étais allé voir le docteur. Le docteur, il m'a regardé de haut en bas, de bas en haut. Il m'a tout checké, il m'a mis dans une machine. Puis à la fin, il est venu me voir, John, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour toi. Il te reste pour 6 mois à vivre.
Docteur, 6 mois, c'est pas long, ça. Je ne peux pas avoir plus long que ça. Ah, si tu arrêtes de fumer, si tu arrêtes de boire, si tu arrêtes de manger du sel, du gras, du sucre, si tu arrêtes de jouer aux fesses, peut-être que... M. Dugré a demandé au docteur, « Si je fais tout ce que vous avez dit, je m'en vais vivre plus longtemps? » Le docteur a répondu, « Non, pas en tout. Mais le restant du temps qui te reste va te paraître une éternité pareille. » Fait que quand tu te fais conter des histoires de mine et de dynamite par un monsieur comme ça, bien, tu te demandes qu'est-ce que tu dois croire puis qu'est-ce que tu ne dois pas croire. En pays de mine comme chez nous, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille dans le monde, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille avec le monde minier. On connaît tout quelqu'un qui a rapport avec le monde des mines. Mon grand-papa Zénon, celui qui était menuisier, quand il est venu s'installer en Abitibi au milieu des années 30, je vous l'ai dit, pour nourrir sa famille de 10 enfants, mon père c'était le dernier des 10, pour nourrir sa famille de 10 d'enfants, il est monté dans le nord de l'Ontario pour commencer, avec son frère. Son frère Hormidas est resté là, puis grand-papa Zénon, lui, pour quelques raisons, s'est installé à Amos. C'était le début des mines de Val-d'Or. Puis mon grand-père a pogné des contrats pour monter des chefs de mine, des installations. Grand-papa Zénon n'a jamais travaillé dans une mine, mais il a construit l'Abitibi minier. On connaît tout quelqu'un qui a un rapport avec le monde minier. J'ai un de mes grands chums, on fait de la musique ensemble. On était ensemble en fin de semaine. Lui, il a été électricien de mine pendant toute sa vie. Lui, il a perdu un de ses frères dans un accident de mine au début des années 70. Puis on montait des systèmes de son, puis à un moment donné, il me dit, il n'y a pas plus dangereux pour la santé d'un gars que le gars lui-même. On en fait toutes des niaiseries. Hein? On va ôter une safety pin quelque part pour aller plus vite. On va ôter un garde parce qu'il est dans nos jambes quand on veut. Il faut toujours garder le principe de précaution. Puis ça, je pense que vous le savez plus que moi. Vous travaillez avec des êtres humains, vous travaillez avec du monde, vous travaillez avec la santé du monde. Gardons tout le temps le principe de précaution. On connaît tout quelqu'un dans nos propres familles. Moi, mon fils travaille dans le monde minier. Ma blonde a un de ses oncles qui a été mineur toute sa vie, sans rien dire. Il a côtoyé le danger toute sa vie sans rien dire. À un moment donné, mon oncle, on va l'appeler comme ça, travaillait dans une mine où il y a eu un accident. Il y a un bloc de roche qui s'est détaché, puis il y a un gars qui est mort sur le coup. Mon beau-père demande à son frère à propos de l'accident, « Tu le connaissais-tu, ce gars-là? » Mon oncle a répondu, « Ben oui, je le connaissais. Quand l'accident est arrivé, j'étais à côté de lui. 2 pieds plus loin, puis c'est lui qui mourait. » Puis il te compte ça comme si de rien n'était. Il a travaillé à l'étranger, mon oncle. Il a travaillé dans des mines en Algérie, entre autres. Il travaillait toujours en duo, lui puis un autre, avec un gars de la place. À un moment donné, bien, vous savez, les chariots qui amènent le roc, là, puis on parle de là quelques années, là, mais les chariots qui amènent la roche, plein de roches, il y en a un chariot qui a basculé sur son partenaire. Crac. Le gars était pogné en dessous. Mon oncle, il a pris le chariot, puis avec ses 2 bras, il l'a levé. Il a mis son genou, puis il a accoté le chariot sur son genou. Il a tiré le gars d'en dessous. Il a redescendu le chariot. Puis là, le gars est tombé sans connaissance. Il l'a pris dans ses bras, et puis il l'a amené au premier soin. Le gars, il a été blessé, certain, mais il est sain et sauf. Après ça, quand mon oncle est retourné en Algérie, il allait voir ce gars-là dans son village. Dans ce village-là, mon oncle, c'est un héros en Algérie. Puis lui, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. La seule chose qu'il va dire, c'est qu'il faut toujours faire attention au monde avec qui on travaille, parce qu'on n'est jamais à l'abri du danger. C'est sa femme qui m'a conté l'histoire, en fait. Je me demandais ce que j'allais vous raconter aujourd'hui, et puis j'ai pensé à mon village. Je vis, je ne vous l'ai pas dit, j'habite à Lamotte. Quand on pense à Lamotte aujourd'hui, on pense à quoi? Hein? Vous pensez à quoi si je vous dis à Lamotte? Ben oui, on pense à Sayona. On pense au lithium. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que ce projet-là soulève toutes sortes d'enjeux. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que ce projet-là, dans mon village, a créé de la division. Puis pas seulement dans mon village, mais il a créé de la division. Vous savez, les enjeux, ils sont là, ils sont importants. Les enjeux environnementaux, M. Cloutier l'a mentionné au départ.
Il faut protéger l'eau, il faut protéger une ressource qui est primordiale. Vous le savez toutes, on le sait toutes. Tantôt, je vous parlais du principe de précaution pour les travailleurs, mais c'est la même chose pour l'environnement. C'est des enjeux qui sont fondamentaux. On le sait tous. On le sait tous. Et puis de l'autre côté, bien, il y a les enjeux de développement. Mon village, bien, on ne parle pas nécessairement de dévitalisation, mais c'est un village qui, comme bien des villages, voit du monde partir. On n'a plus de dépanneurs. Il faut sauver notre école. Une mine dans un village, ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire des familles, ça veut peut-être dire sauver l'école, ça veut peut-être dire un nouveau dépanneur. Il faut regarder ça d'un côté puis de l'autre. Moi, je regarde ça d'un bord puis de l'autre, puis je me dis, il est où le milieu? Il est où le milieu? Il n'y a plus de place pour la discussion dans le milieu, il n'y a plus de place pour la médiation dans les milieux. C'est tellement polarisé aujourd'hui, vous le savez comme moi. Hein? Tu as ceux qui sont pour, puis tu as ceux qui sont contre. Puis pas seulement chez nous à Lamotte, hein? Tous les projets actuels, on pense à Dubuisson, l'eau est au centre du projet à Dubuisson, à Rouyn-Noranda, Falco, puis la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, on en entend parler tout le temps. Mais il n'y a plus de milieu. C'est pour ou c'est contre. Et puis tu peux te faire crucifier pour un oui ou pour un non. Là, dans ce temps-là, je repense à Réal V. Benoît. Pogner si c'est oui, pogner si c'est non. Pogner si c'est oui ou non. Fichu si c'est oui, fichu si c'est non. Fichu si c'est oui ou non. Coincé si c'est oui, coincé si c'est non. Coincé si c'est oui ou non. Foutu si c'est oui, foutu si c'est non. Foutu si c'est oui ou non. Il est là le milieu, c'est lui qu'il faut prendre. Vous êtes toutes et tous des parents, des frères, des sœurs, des enfants de. Nos communautés, il faut les garder vivantes avec du monde qui travaille. Il faut les garder vivantes avec un environnement qui nous permet de vivre. Il est là le milieu, c'est là qu'il faut s'en aller. Fait que moi, avant de conclure, j'aimerais vous inviter. En fait, j'aimerais nous inviter, tous collectivement. Peu importe qui on est. Vous, mes amis, mes Témiscamis, mes amis Chnabé, toutes mes Abitibiennes heureuses, tous mes Abitibiens aimés, que vous soyez un pré-sacre bleu, une belle combine, un Malarticu, un Palma Roland ou une Palma Rolls-Royce, une aiguë belle-sœur, un algon coquin, une algon coquine, un Abitibi Winnie l'ourson, une rivière rêvassante, un rapide danseur ou un danseur de slow, de valsenril ou qui rock'n'rollait, Rochebeau-Courtois, belle courtisane, une Matagamine qui la ferme, un Lacornifleux, ma comique, un Amossoisif, une Amossoisive, une Amossoisillon, une ville tellement, tellement belle, un dessus de Chazelle ou bien de chez lui, d'Avangus et Timous, un beau quand on a vu ça, une Val paradisiaque, un Arne filet mignon, un Goddam du Nord, un Lorrain-Vilain, une Bar-Vilaine, une que c'est parce qu'elle lisait sur le perron que Jaco l'a trouvée belle. Un Barreau-Turier sur qui tu peux te fier, mon vieux, un Val-d'Ormeux, une Val-d'Ormante, un Ville-Marien à perdre, un d'Alembert lificoté, de Sainte-Germaine déboulée, de Saint-Marc défiguré qui va sans peur et sans reproche, un Saint-Edmond Moses de fou, toi, une Sainte-Terre Horis, un Tachereau Rolling Stone qui rock more than anyone. Cher né d'électeur, Réminiature, Granada ou Géant Glier qui m'a fait un effet, mais Louvicourt, toujours mon lapin, qui sait du par quel chemin qui mène à Rome. Et puis Duhamel, toi donc, tes affaires avec ta sainte mimique du rosaire qui voit qui Villon Rose. C'est Maurice ou c'est Félix d'Alquier-Mariton, Madeleine, d'Alquier-Mariton, Madelon. C'est un Gênes de Gigue ou c'est Bruno, d'Aubascat, Joanne, de Val-Saint-Gilles, la tulipe et pas pourri. Cloutillé pour veiller tard, avec la Béarnigoine, la force du puissant ou la ferté de celui qui vit le bois ou qui l'a pris. C'est vital et clair, mon ami, mais que vous rouliez dans un Winway, en Renault, Sullivan ou bien Autier, Clerval, en Cadillac, je suis toujours à côté de la traque. Wow, maman! Wow, Gertrude! Wow, Manville! Une belle termite qui dit que ça pique. De champ neuf ou de seconde main. Un Bérigolo, une Baudry-Golotte, un Aricaneux de Saint-Mathieu, Fugère villégiateur qui dut buissonner les matines ou fabrer dans ses feuilles, Maridon, Maridé, mon brun ou ma blonde. Un chiche kebab d'agneau ou de l'aniel du Népawau, un kipawanabe de la longue pointe d'un Tilac-Simon, de l'eau néanmoins, qui l'Andrienne à se reprocher, de la grande dynastie Témiscamingue ou un Vietnamien de Nguyen.
De Clérici ou de là-bas, un bourg-la-maquisard, une castagnette de castagnier, d'alcool en bière, un manse bourré, une colombe bourgeoise, un démêlé de déméloise, d'espinacie ou bien debout, une Sainte-Rose de poula rigoleuse, une Destor pinouche, un Gali-champion, un Lamotte tourloupéteux, Guérinté, Picot-ganté, des 20 ou des 25, de la Morandière et de demain. Mais très cessons d'en parler, car la sert à rien de courir, il faut partir à point. Langue docteur, la reine, le roi et le petit prince, un or métalleux. Bon, ben, il n'y a rien là que vous soyez une nana ou un mec Waters, un Rouen n'a rendu bien loin ou ma très la vers le cher ami. Moi, je veux vous inviter, je veux nous inviter à investir ce milieu-là, dans lequel on peut travailler tous ensemble, dans lequel ça prend de l'information, ça prend de la discussion. Travailler tout le monde ensemble, puis à prendre soin les uns des autres, en Témiscamingue, en Abitibi, en pays à créer. Merci. Merci, Pierre. Maintenant, on va passer à la conférence principale qui est donnée par messieurs Jean Bastien et Louis-Mathieu Tremblay. Jean est diplômé de l'Université Laval en génie minier en 1983. Il a complété une maîtrise en administration à l'UQAT en 2009. Il a travaillé pour plusieurs organisations, entre autres Agnico Eagle, Alamos Gold, Mines Richemont et Cambiard. Il a travaillé pendant une dizaine d'années comme directeur général et il a joint l'équipe du groupe minier Windfalls en mai 2023. Il est directeur général du groupe minier Windfall. Louis Mathieu est diplômé de l'UQAC en génie géologique en 2013. Il se joint à l'équipe de mines Neobec en 2014 après un bref séjour en génie civil. En 2016, il rejoint l'équipe de minières Osisko qui œuvre sur le projet Windfall. Depuis 2019, il dirige le département de géologie sous terre qui réalisera, entre autres, 3 échantillons en vrac. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Ça me fait plaisir d'être ici en ouverture de la semaine minière. Je vois que Mme Méthode et M. Bureau sont avec nous, fait que bienvenue parmi nous. J'aimerais vous entretenir sur le projet Windfall, de l'exploration vers l'exploitation de ce gisement d'or de classe mondiale. Donc, au début de... On va s'habituer avec le micro, la présentation là, la présentation ici. On va finir par la voir. Donc, premièrement, l'énoncé prospectif qu'on doit toujours passer au début, étant donné pour les valeurs mobilières. Donc, je ne vous le lirai pas toutes. J'imagine que vous en avez déjà vu. Moi, je vois que le micro, il faut vraiment que je sois droit, sinon... Je perds le son rapidement. Je pense que... Vous m'entendez bien même comme ça? Ah, OK. C'est juste dans mes oreilles que ça fait vraiment bizarre. Donc, sans plus tarder, allons-y. On va vous entretenir de mission. On parle naturellement du groupe minier Windfall. On va parler un peu de son historique, d'où ça provient. On va parler aussi mission, vision et valeurs, la localisation, la création du groupe minier Windfall, évolution du projet, autant au niveau de ses infrastructures souterraines et surface, et aussi l'évolution du projet au niveau exploration et ressources. Cette portion-là, c'est... Oui, merci. Ouais, c'est ça qui va être compliqué. Merci.
Donc, évolution du projet, exploration et ressources, c'est la partie que Louis-Mathieu va vous présenter. Et on va parler de l'étude de faisabilité qui a été complétée en 2022. Et ensuite, bien, la poursuite des travaux, ce qui se passe présentement. Donc, la vision pour le groupe minier Windfall, c'est d'être un leader de l'industrie minière en maximisant le potentiel de nos employés et en excellant dans nos activités. Notre mission, c'est de créer un héritage durable pour toutes nos parties prenantes, y compris nos employés et les communautés d'accueil. Donc, nos valeurs, j'entendais tantôt notre conteur d'histoire parler de sécurité. Vous savez sans doute tous que pour l'industrie minière, ça a beaucoup évolué. J'en suis pas à ma première mine, comme vous vous en doutez. Donc, effectivement, la sécurité a quand même pas mal évolué comparativement à quand j'ai commencé dans mes débuts dans les mines. Chez nous, au groupe minier Windfall, chacune de nos réunions commence par un partage en santé sécurité. Puis, on insiste vraiment, pour nous autres, c'est vraiment quelque chose de très, très important que les gens puissent retourner chez eux à la fin de la journée. Aussi, au niveau de l'environnement, notre valeur, c'est la responsabilité. Donc, on s'approprie notre impact sur les autres et sur l'environnement. Alors, de la même manière, au niveau de l'environnement, à chacune de nos réunions, après notre partage en santé sécurité, on fait un partage en environnement également, parce que pour nous, c'est très important. Si je continue avec les autres valeurs, il y a efficacité, donc utiliser judicieusement nos ressources. Pour l'efficacité, on a aussi un système qui s'appelle SMAT, les gens peuvent rapporter n'importe quel risque qui va en environnement, n'importe quel risque qui va en sécurité, mais également n'importe quelle amélioration qui est possible à nos façons de faire. Fait qu'on encourage fortement nos employés à nous partager leurs bonnes idées. Et les autres valeurs, diversité qui est bien importante parce qu'on est sur un territoire CRI. Et puis, naturellement, le respect avec tous les gens avec qui on a de l'interaction, intègre. Ça fait le tour de nos 6 valeurs. Donc, on continue avec la localisation. Donc, le projet Windfall est situé à 115 km de Lebel-sur-Quivillon. On passe par les routes forestières, la 5000 et la 6000, qu'on partage avec les compagnies forestières. Une petite anecdote à compter là-dessus. En 2008, moi, je travaillais pour Ross & Finlay à la mine Langlois. Puis, un moment donné, mon patron me dit « Hey, il y a un petit projet qui commence, là. Je veux que tu viennes voir ça avec moi. C'est quoi qu'il y a là? » Ah, OK. Fait qu'embarque dans le camion, puis on roule. À partir de Langlois, au lieu d'être 115 km, ça peut être 80 km. Fait qu'on s'en va là. Ah, il y a une compagnie, Noron, qui veut partir une rampe là. Bon. Fait que ça, c'était en 2008. Donc, on continue. Fait qu'on voit qu'aujourd'hui, on est rendu en 2024. Puis c'est ce même petit projet-là là, qu'on parle encore. Donc, je vais vous parler de la création du groupe minier Windfall. Avant de vous parler de la création du groupe minier Windfall, j'en voudrais insister sur le travail extraordinaire qui a été fait par la minière Osisko, de croire en ce gisement-là, puis d'y apporter toutes les ressources et tout le forage qui était nécessaire pour le découvrir. Encore une fois, dans la présentation à l'UMAT, vous allez voir. Bon, j'ai oublié de changer de slide encore. Donc, je disais, vous allez voir la présentation à l'UMAT, tout le quadrillage de forage au diamant qu'il y a eu dans ce gisement-là. Dans les mines où j'ai travaillé, moi, en général, dans l'or, c'est un patron de 20 mètres par 20 mètres qu'on construit au niveau du forage au diamant. Dans le cas de Windfall, comme la géologie est assez complexe, c'est un patron de 12,5 mètres par 12,5 mètres qu'on suit. Donc, le groupe minier Windfall a été formé le 2 mai 2023. Une entreprise 50-50 entre Minière Osisko et Goldfield Limited et qui est située sur le territoire de Iyu-Ichi à la baie James. Donc ici, ça c'est l'entente qui avait été faite le 2 mai 2023. Donc, les points principaux, Goldfield a payé 300 millions au moment de l'achat. Puis, lorsque les permis de construction vont être obtenus, ils vont donner un autre 300 millions pour la construction. Après ça, tous les coûts de construction vont être séparés à 50-50. Et puis, il y a d'autres ententes au niveau d'exploration qui sont inclus là-dedans. Parler un petit peu de Goldfield, peut-être un peu moins connu en Abitibi. Donc, Goldfield est quand même une grosse entreprise minière.
nominent dans 6 pays, sur 4 continents, produisent 2 411 par année. Donc, c'est quand même un gros joueur. Fait que c'est bon pour le projet Windfall d'avoir une compagnie comme ça avec cette expertise-là pour nous aider à évoluer vers l'exploitation. Donc, ici, c'est sur la carte de Goldfield avec les mines et puis les projets qu'ils ont là, à travers le monde. Donc, si je vais un peu plus en détail, en 2015, c'était l'acquisition du projet Windfall par Minera Cisco. En 2016, c'était un programme de délignation de 50 km de forage. En 2017, c'était la découverte de Lynx. Et puis aussi, c'était le retour en allant sous terre avec la restauration de la rampe et du portail. Fait que ça, c'était en 2017. En 2018, ça a été la découverte de Triple 8. Ça a été aussi l'agrandissement de la halle d'Astéril. Et ça a été l'étude économique préliminaire. En 2019, ça a été la découverte de Triple le Lynx et le prélèvement de l'échantillon en vrac de la zone Lynx. En 2021, ça a été la mise à jour de l'estimation des ressources, étude économique préliminaire qui a été actualisée, et entente avec la communauté de Quévillon pour l'appui pour le projet de Windfall. En 2022, le point le plus principal, ça a été l'étude de faisabilité qui a été envoyée. Puis, il y a eu également le prélèvement de l'échantillon en vrac de la zone Lynx 600. Pardon? Merci. En 2023, ça a été l'entente joint venture avec Goldfield et étude d'impact sur l'environnement. Il y a eu également une entente au niveau de l'exploration avec Ressources Bonterra. Et en 2024, on travaille pour faire échantillon en vrac dans Caribou et Lynx. Et puis, on va avoir les questions du COMEX au cours du mois de mai. Par la suite, on souhaite débuter la construction avec le permis qu'on espère avoir début 2025 pour après ça passer à la construction de l'usine à minerais. Donc, ici, on voit les infrastructures en 2015. À noter que tout ce qui est les infrastructures nécessite des membranes, étant donné que la roche a un potentiel d'acidification. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours des membranes dans tout ce qu'on fait. Donc, on voit à l'époque ce qu'il y avait sur le site, le portail de la rampe qui était là, un bassin de sédimentation, bassin de polissage, donc les infrastructures pour pouvoir continuer éventuellement le développement. Au début du projet, on était à environ 50 chambres. Maintenant, on est à 300 chambres, un camp d'exploration. Alors, c'est avec ce camp-là qu'on a c'est un gros camp. En fait, effectivement, Windfall est vraiment avancé pour un projet d'exploration. Il y a vraiment eu beaucoup de travaux de fait. Donc, au départ, le projet fonctionnait sur des génératrices. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on va en reparler tantôt. 2020, il y avait expansion de la halle stérile pour permettre le développement. Puis en 2021, la mise en service de la 4e génératrice. Donc, je le disais tantôt, en 2008, ça a été le portail par Neron et le développement du premier 1450 mètres jusqu'au niveau 100. 2017, comme je disais tantôt, retour sous terre. 2018, là, ça a été la cheminée de ventilation de 3,6 mètres par 3,6 mètres sur 100 mètres et les développements des rampes 1 et 2 jusqu'à une profondeur de 230 mètres pour l'échantillonnage en vrac de la zone 27. Avance plus. Merci. Non, ça avance pas. Il fait vibrer. Il faut reculer. Hein? Oui. OK, celle-là, c'est bon. C'est bon, c'est là qu'on était rendu. Elle avance toujours pas.
Oui, c'est bon. Alors, c'est ce que j'étais en train de parler au niveau de 2008 à 2019. Et ça avance toujours pas. En 2021, 2 sections de la sortie de secours qui ont été faites. La sortie de secours ayant 6 mètres de diamètre, avec un passage d'homme jusqu'au niveau 2,90. Et en 2022, l'échantillonnage en vrac entre les niveaux 3,20 et 3,40 et 5,86 dans le triple lynx. Donc, à la fin de 2022, la rampe atteignait une profondeur de 630 mètres de profond et celle de lynx 3, 610 mètres de profond. Fait qu'on voit que pour un gisement en exploration, être rendu à plus de 600 mètres sous terre, c'est quand même pas l'habitude des choses, disons. 2023, j'ai mis 3 petits points. Vous vous souvenez de 2023? Ça ne fonctionne pas. Donc, en 2023, c'était l'été des feux de forêt. Donc, pour le projet Windfall, ça a signifié l'arrêt des travaux reliés à l'extension de la halle stérile et de l'unité de traitement des eaux pour 6 à 8 semaines. Et les gens ont été évacués du camp à compter du 3 juin. En fait, pour moi, ça a été toute une expérience parce que j'ai commencé pour le groupe minier Windfall le 10 mai, puis on a évacué le site au complet le 3 juin. Fait qu'après ça, les 6 autres semaines suivantes, je les ai passées dans mon sous-sol à regarder pour les équipes qui devaient aller sur le site pour essayer de faire certain que les pompes n'arrêtent pas, etc. Fait que ça a été quand même une aventure un peu spéciale. Fait que ce que je disais, ça manquait peut-être à ma carrière, mais en y repensant, non, vraiment, ça ne me manquait pas vraiment. Fait qu'on sait, à ce moment-là, il y a eu les évacuations des Lebel-sur-Quivillon, West-Wanipi, Chibougamau-Chapais. On avait la ligne électrique qu'on construisait qui a été arrêtée aussi. Fait que ça a été vraiment tout un choc, ces feux de forêt-là, l'année dernière pour Windfall. Donc, je vous disais qu'on était sur des génératrices. À partir du 18 janvier 2024, suite à la construction de la ligne, les travaux changent. Donc, ça marche aussi. Donc, une ligne électrique de 85 km de long, un coût de 175 millions. 70 des contrats alloués à des entrepreneurs et partenaires de West-Wanipi. Pour nous, les partenaires West-Wanipi sont des partenaires indispensables et vraiment très importants pour nous. Donc, c'est vraiment bien qu'ils aient pu faire ce projet-là pour nous, puis créer une très belle collaboration. Et je vais maintenant céder la place à Louis-Mathieu. Je voulais vous apporter un peu un regard interne de l'intérieur de l'exploration. Comment on a vécu pour passer d'un projet de Windfall qui était en stade d'exploration avec un petit peu de forage vers un site qui est pratiquement qui s'en va vers la production avec une faisabilité positive et tout ça. Donc, à commencer par l'exploration, Windfall se situe dans la ceinture de roches de Quévillon-Urbain-Barry. C'est un secteur qui est peu exploré, qui n'a pas de grands dépôts de classe mondiale. Le Windfall, en fait, est le premier dépôt de classe mondiale de cette ceinture. Puis si on se compare à l'Abitibi, alentour, on a le camp minier de Val-d'Or avec plus de 41 millions d'onces produits versus au nord avec le camp la ceinture du Nord. Excusez, j'ai inversé les chiffres. 260 millions versus 41 millions. Nous, on se situe entre les deux, puis on n'a encore pratiquement rien de produit dans le coin. Quand je suis arrivé en 2016, fin de novembre 2016, c'était une campagne d'exploration qui était en cours. On avait 50 000 mètres de campagne. J'arrivais pour la 5e foreuse qui était en train de mobiliser sur le site. Puis, c'était une drôle de coïncidence. La journée que je suis arrivé, c'était la journée où est-ce qu'il y avait le premier intercept d'or du secteur de Lynx. À l'époque, on avait une campagne qui était principalement focusée sur la zone principale qu'on appelait. Puis, il y avait quelques step-outs qui commençaient à être forés. Donc, je suis arrivé la journée, il y avait de l'or sur les tables. J'avais aucune idée de ce que ça pouvait dire pour le projet. Quelques forages ont suivi. On voyait un peu l'enthousiasme de la direction à ce moment-là, puis qui commençait. Puis 2017, début 2017, tout de suite a été annoncé la découverte de Lynx. Donc, de la 5e foreuse en fin novembre 2016 jusqu'en juin 2017, on a passé à 24 foreuses avec des infrastructures de l'époque qui étaient pour seulement 50 personnes.
Donc, tout a poussé, tout a explosé vraiment, vraiment rapidement. Donc, 2017, 24 foreuses en activité. On a aussi justifié au gouvernement la réactivation des infrastructures historiques de Noron pour aller faire nos échantillons en vrac. Les travaux de vrac, d'ailleurs, ont débuté en 2018. On a fait une première étude économique préliminaire en 2018. Puis, on a eu un jalon important, en fait, un moment charnière dans le projet qui a été la découverte de Triple Lynx. Donc, encore une fois, un hype qui s'est développé. On a accéléré les travaux d'exploration, monté jusqu'à 36 foreuses. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui ont déjà atteint ça, mais on avait quand même les capacités de le faire en tant qu'équipe parce qu'on avait déjà géré 24. C'était juste 12 de plus. Fait que pendant 2 ans, on a foré jusqu'à un rythme de 30 000 mètres par mois à son maximum. Depuis 2015, depuis que Osisko et maintenant Groupe Minier Windfall a acquis le projet, on parle de 1,9 million de mètres qui a été foré, principalement de la surface, maintenant sous terre depuis 2018. Mais puis on parle aussi de 190 000 mètres en exploration régionale qui ont été faites. Fait que c'est quand même colossal comme quantité. Puis ici, on voit, je ne sais pas si mon pointeur va fonctionner. Yes. On peut voir sur la carte 4 compagnies de forage côte à côte qui collaborent tous dans notre objectif de générer de la ressource et puis générer un projet avec Windfall. C'est correct, mais la force de ma voix, je ne m'entends pas beaucoup. Tout est correct, ça. L'évolution des ressources, quand on est parti en 2014 avec la ressource d'Eagle Hills qui avait été faite à l'époque, on parlait de 744 000 onces indiquées mesurées et 730 000 inférées. C'était l'empreinte du dépôt de l'époque, donc principalement nos travaux se focusaient sur ce secteur-là. Puis on voit également la petite rampe de Noron qui avait été faite à l'époque. Si on regarde aujourd'hui, comparativement à qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est rendu, ça, c'est la ressource qui soutient l'étude de faisabilité, donc c'est de 2022. L'empreinte a considérablement grandi. Donc, Lynx a été découvert ici, Triple Lynx a été découvert en dessous. On voit les infrastructures également pour aller chercher les différents vracs. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi de tout ça, c'est même si on a foré énormément, tous les systèmes sont encore ouverts en profondeur. On a des extensions qu'on a testées jusqu'à 625 mètres dans l'axe de la plongée avec des intercepts au-dessus de pratiquement 3 onces par tonne sur 3 mètres, sur 3,5 mètres. Donc, puis en plus de ça, c'était pour tester des panneaux conceptuels, juste des prolongations conceptuelles, puis on a frappé avec une précision d'environ 5 mètres. Donc, c'est prédictible, c'est continu. Il y a un potentiel encore plus loin que ça. Mais aujourd'hui, je focus plus sur la ressource pour la faisabilité. Donc, le moment charnière, si on revient en 2019, la découverte de Triple Lynx, à l'époque, on focusait sur faire le infill du secteur de Lynx. Puis, pour soutenir une première faisabilité, on commençait à envisager de faire cette fameuse faisabilité-là. Puis, il a fallu malheureusement retourner vers des cibles conceptuelles, puis frapper, puis changer totalement la donne. Donc, avec un premier forage exploratoire qui a retourné 47 grammes-tonnes sur 12 mètres dans Triple Lynx, à ce moment-là, on a immédiatement on venait de compléter aussi les vracs de Lynx. Fait qu'on a renouvelé des permis d'échantillonnage en vrac. On a demandé des extensions. Puis, on a exploré. Puis, on a eu tellement eu de succès qu'on a juste repoussé vers l'avant l'étude de faisabilité parce qu'on avait un game changer entre les mains, en fait. Fait que cet ajout-là, au final, ça nous a permis d'ajouter environ 1,5 million d'onces mesurées indiquées en date de 2022. Donc, c'est énorme. Puis, c'est ce qui nous a permis, à l'époque, on parlait de 3 millions d'onces en 2018. Puis, au prochain update de ressources, on a passé au-dessus de 5 millions, donc de passer de classe mondiale. Fait que c'est quand même été un moment vraiment charnière dans tout ça. Là, je suis en retard là-dedans. Côté géologie, en fait, on a eu toujours une approche agressive en forage, mais ça a toujours été soutenu par une grosse équipe de géologie. On parle de 60 géologues en rotation qui étaient aussi de Windfall
à cette époque-là. En fait, on a passé 200 géologues et ingénieurs en géologie depuis le début, depuis 2015 avec Osisko, groupe minier Windfall. Ça vient tout juste d'être franchi. Donc, il y a toujours eu une approche géologique en avant-plan. Puis, il y a un bon exemple de tout ça avec ce cas de figure-là qui est intéressant. C'est qu'au début de la découverte de lynx, on voyait les schémas, les modèles géologiques avec moins de 10 000 mètres de forêt qui ont évolué. Tout au long, la compréhension a été modélisée, a été schématisée. Puis en ajoutant 1,5 million de mètres, le portrait est presque le même. Fait que les contrôles, l'habitus, la cinématique, tout ça était quand même bien maîtrisé. Puis c'est aussi une particularité du gîte parce que la minéralisation qu'on voit est quand même appréciable visuellement. Donc, on est capable de dire visuellement, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être moins bon, est-ce qu'on fait du suivi ou pas. Puis c'est quand même important dans un contexte où est-ce qu'on a 36 foreuses actives, puis les laboratoires sont envahis de nos analyses, puis tout le monde n'est pas capable d'avoir ces analyses, puis on a au-dessus de 3 mois d'attente pour des résultats. Fait que visuellement, on était capable de faire du suivi parce qu'on intégrait la donnée géologique, on la comprenait, puis on était capable d'extensionner, puis faire l'exploration en fonction de notre compréhension. La géologie, l'exploration, en fait, ça n'a pas juste été du forage, ça a été également des travaux sous terre. J'ai un petit résumé ici de tout ce qu'on a fait comme travaux. Donc, on parle du premier vrac dans le bulk, dans la zone 27, où est-ce qu'on a été chercher 5500 tonnes avec 8,53 grammes-tonnes pour une réconciliation positive de 26 %. Le vrac de lynx, en 2019, on a été chercher 5700 tonnes à 17,8, réconciliation positive, encore une fois, de 89. Du moment qu'on a fait lynx jusqu'à triple lynx, on a quand même froncé 400 mètres verticales de rampe. Donc, on a eu la bonne idée d'ajouter ce qu'on appelait des travaux de caractérisation. Fait qu'on a demandé plus de tonnage au gouvernement pour réussir à sortir du matériel qui serait non usiné, mais au moins capitaliser sur les proximités de rampe, minéralisation, tout ça. Donc, on a exposé 4 niveaux, fait des chantiers de tests pour tester nos minéralisations, les continuités, les différents contextes, etc., etc. Puis, à la fin de tout ça, on a fait notre échantillon triple lynx, qui a été cherché 4800 tonnes avec des teneurs spectaculaires de 65,5 grammes par tonne. Encore une fois, réconciliation positive avec 69 %, plus haut qu'anticipé. Puis, depuis 2022, en fait, on est sur un autre permis de vrac, qui est le vrac Lynx 4 et Caribou 2. Donc, on est en train de se diriger vers 3 cibles qui sont représentées sur la longitudinale. Pour un projet d'exploration, c'est une opportunité qui est assez unique d'avoir des expositions sous terre, de pouvoir accéder à nos zones minéralisées. Donc, ça a été vraiment aussi quelque chose qu'on a capitalisé côté géologie. Donc, pour améliorer notre compréhension des continuités, des styles de minéralisation, comment que ça peut transitionner, comment que ça réagit ensemble, les contrôles structuraux, etc. Ici, des bons exemples de différents styles de minéralisation avec ce qu'on appelle nos PSF, nos veines de quartz, dans un halo d'altération, de remplacement, ou les styles associés à nos veines cruciformes, ou encore à nos PSF, mais dans nos zones de plus felsiques ou les decks qui forment plus des réseaux de veines un peu plus erratiques. C'est aussi une opportunité incroyable de tester qu'est-ce qu'on annonce sur les marchés depuis le début du projet. Depuis le début, on donne des valeurs en forage qui sont assez exceptionnelles. Des 100 grammes tonnes, c'est quasiment rendu notre quotidien, même que ça blase quasiment le marché, tellement qu'on en a publié. Mais il faut se rappeler que c'est exceptionnel. Puis le vrac triple lynx nous a permis de l'exposer puis de montrer que c'est pas anecdotique, ça existe. Puis les échantillons qu'on a été chercher sous terre également sont quand même vraiment spectaculaires, puis ça appuie totalement nos ressources. Même que nos ressources les sous-estiment, encore une fois. Windfall, c'est aussi une équipe depuis le début. C'est un groupe qui suit le projet, qui est en train de développer l'expertise du projet. C'est un bagage qu'on capitalise aussi. Donc, on prend des gens d'exploration, une compréhension géologique, une expérience, puis maintenant, on les transitionne vers une production. Donc, c'est assez de capitaliser sur tout ce bagage-là, puis de spécialiser tout notre personnel.
Si on parle maintenant de la ressource de 2022, en 2022, on a publié notre faisabilité. La ressource qui est le fondement de tout ça, en fait, on parlait de 7 millions d'onces mesure indiquée et inférée, dont 4,1 millions d'onces en mesure indiquée qui a servi pour faire la faisabilité. Puis cette ressource-là, depuis les premières qu'on fait à Windfall, ne cesse d'augmenter en teneur. C'est en partie pour deux raisons. D'un côté, on a l'Inx qui est toujours de plus en plus riche, plus qu'on s'en va en profondeur. Puis d'un autre côté, plus on fait d'infill, plus on acquiert la confiance, puis plus que nos paramètres, en fait, nos stratégies de paramétrage pour les cappings sont permissifs. Puis ça fait augmenter la teneur. Puis ce qui est le fun à voir, c'est qu'avec nos travaux, on est du côté probablement conservateur, et puis plus qu'on travaille, puis plus qu'on augmente la teneur, même si on est encore possiblement du côté conservateur. Donc, il y a bonne perspective de ce côté-là. Sinon, à partir de 2022 et ce qui s'en vient dans l'avenir, on a toujours du forage, c'est pas fini. Donc, il y a une campagne de définition qui est active. On ne crée plus de nouvelles ressources. Bien, du moins, on essaie de ne pas en créer de nouvelles. On fait plus infiler nos secteurs. On parle de 5 foreuses actives avec 90 000 mètres de forage qui est en train d'adresser un plan minier. Puis, pour le futur, on s'attend à avoir faire du 100 000, 120 000 mètres annuellement de forage sous terre. Ça, c'est sans compter les programmes d'exploration qui devraient être implémentés éventuellement en début de mine. Ça fait le tour pour mon volet géologie exploration. Je retourne le micro à Jean. Donc, on va continuer avec l'étude de faisabilité 2022. Donc, on voit en haut les scénarios qui avaient été étudiés. Là, un scénario qu'on qualifiait d'inférieur à 1 300 $ l'once, qui donnait un taux de rendement interne de 22 %. Un autre de base à 1 600 $ l'once, qui donnait un taux de rendement interne à 34 %. Et un autre supérieur à 1 900 $ l'once, qui donnait un taux de rendement interne à 44 %. Je ne sais pas ce que va donner aujourd'hui avec la chance qu'on a avec la montée du prix de l'or, qui est 23 % plus haut que le scénario supérieur. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, le ciel est encore plus bleu par rapport à ça. Donc, l'étude de faisabilité montrait une production annuelle moyenne de 300 000 onces, un coût à l'once, tout inclus, de 758 $ US l'once, une teneur moyenne de 8 grammes, une durée de vie de 10 ans. Et comme vous avez vu tantôt avec Louis Mathieu, c'est sûr que tout est ouvert en profondeur, donc je suis convaincu que ça va être plus que ça. Un CAPEX de 789 millions, qui est le CAPEX initial, et un sustaining capital, le capital pour maintenir la mine, de 587 millions. L'étude de faisabilité montrait un pic en production d'onces de 374 000 onces à l'an 2, un coût juste d'opération de 587 $ l'once et un coût d'exploitation de 177 $ canadiens la tonne, pour 6,2 milliards de revenus bruts, 2,3 milliards de revenus nets et un revenu par année de 257 revenus nets par année de 257 millions. J'aime bien ces deux slides. On compare les coûts la tonne de différents gisements. Pour ma part, j'ai travaillé à Casa Berardi, puis j'ai aussi travaillé à Island Gold. Donc, c'est des gisements qui ont à peu près la même puissance, je dirais, là, au niveau de la largeur de minerais, etc. La différence à Island Gold où j'étais, c'est que eux, c'était une méthode avocat modifiée, donc il n'y avait pas de ciment qui allait dans le remblai. Ce qui peut expliquer un peu pourquoi les coûts là-dessus, on voit qu'ils sont légèrement plus bas. Dans le cas de Casa Berardi, c'est vraiment très semblable à ce qu'on veut faire à Windfall avec du remblai en pâte, du remblai rocheux cimenté. Puis on voit qu'au niveau des coûts, c'est ça. Là, Island Gold est un peu plus bas qu'était Windfall. Puis Casa Berardi, là, on voit que c'est légèrement plus bas, mais très semblable.
Donc, si on voulait dire, OK, est-ce que les coûts qui ont été estimés dans l'étude font du sens, bien, je pense qu'avec ça, ça nous donne une bonne idée pour des gisements semblables, là, qu'effectivement, là, ça fait du sens. De l'autre côté, bien, c'est les coûts à l'once. Fait que ça, naturellement, c'est beaucoup plus attaché là, à la teneur. Donc, Windfall est quand même parmi les plus bas. Par contre, c'est sûr, c'est un gisement filonnier, donc ça demande un peu plus d'énergie qu'une une mine comme la Ronde où j'ai aussi travaillé, mais avec des chantiers de 30-40 mètres de puissance. Fait que c'est pas la même chose. Alors, pour continuer cette étude de faisabilité, il y avait l'étude montrait pour 10 ans 178 km de développement, 18 km à développer par année. On prévoyait faire ça avec 5 équipes de développement, 5 jumbo. Le 178 km est divisé en 94 km dans le minerai, puis 81 km dans le stérile. Donc, 3400 tonnes par jour de minerai, mais le minerai plus stérile, 5400 tonnes par jour. Les chantiers qui ont été définis dans l'étude de faisabilité disent 20 mètres de hauteur, 25 mètres de longueur, largeur moyenne 4,4 mètres, largeur minimum de minage 3 mètres et des chantiers moyens de 5000 tonnes. Donc, c'est quand même assez standard pour un gisement là, dans du filonnier comme ça. Les couleurs que vous voyez, c'est pas des ondes, c'est selon les accès de rampe. Fait qu'en vert, ben, c'est l'accès de la rampe de Lynx 4. En rouge, le bas du rouge, c'est Lynx 3. Le haut du rouge, c'est Lynx 2. Puis de l'autre côté, là, c'est les autres lentilles qui accèdent par une autre rampe. Donc, poursuite des travaux en 2024, juste petite mise à jour. Comme je disais tantôt, les feux de forêt 2023 ont ralenti la construction. Donc, on avait prévu de construire 3 bassins pour l'étape de l'échantillonnage en vrac, A, D et P. L'été passé, les bassins A et P ont pu être complétés. Le D était presque fini, mais pas complété. Donc, on fait ça ce printemps. Même chose pour l'usine de traitement des eaux. Ça a été commencé l'année passée, beaucoup plus tard que prévu. On a eu les 6 semaines de feu de forêt, les 2 semaines de congé de la construction. Fait que, comme on voit, bien, ça a empiété là, de 2 mois la construction. Fait que je ne sais pas si je serais capable de... Fait que ici, on voit l'unité de traitement des eaux ici. Le bassin A, le bassin D et le bassin P. Et ici, on voit la halle stérile en brun là, qui a été agrandie également. La halle stérile était passée, la membrane a été installée, mais il restait le sable à mettre dessus pour la finaliser. Sous terre, ben, actuellement, on est en train de continuer les travaux pour se rendre à l'échantillon en vrac à Lynx 4 et également, on aménage un atelier mécanique sous terre. Ici, on voit la halle d'Astéril, donc un agrandissement de 72 000 mètres carrés pour une capacité de 3,1 millions de tonnes. Ça représente 38 km de rampe pour aller sous terre, cette capacité-là. Fait qu'on va voir aussi plus loin que la capacité finale de la halle d'Astéril est prévue à un peu plus de 9 millions de tonnes, qui est l'équivalent d'un peu plus de 100 km de développement dans le stérile. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est quand même une très grande halle, si on compte qu'il faut que tout ce soit membrané au complet. Donc, ici, on voit le bassin P et on voit les mêmes infrastructures à côté. Ici, l'usine de traitement des eaux. L'usine de traitement des eaux, la bâtisse est faite plus grande. Pour l'instant, les infrastructures qui sont dedans, c'est pour traiter l'azote ammoniacal. Puis, lorsqu'on va être en production, il y a une autre section qui va être construite pour traiter l'eau qui va être produite là, par l'usine, les thiocyanates, pour être certain que notre eau puisse être retournée à l'environnement comme les normes le demandent. Ça, c'est l'unité de traitement des eaux que... L'unité de traitement des eaux que je mentionnais. Donc, dans les choses qui vont venir avec la construction, on doit construire un nouveau campement mini de 600 chambres. Donc, vous vous souvenez qu'il y a un campement déjà de 300 chambres pour l'exploration. Donc, pour le pic de la construction, ça nous prend 600 chambres supplémentaires. Donc, aussi, ben, peut-être, je vais passer à la slide suivante.
Ici, on voit le campement ici qui doit être ajouté. Ici, ça, c'est éventuellement l'usine, le bâtiment pour le garage de surface. Ici, ça va être un genre d'édifice pour Karatec et services d'urgence. Puis, les bureaux sont ici, là, ici aussi également. Ici, on voit le portail. On voit aussi le HALD pour les Riziers du Minier, qui, elle, est fait comme en trois phases, c'est-à-dire que c'est fait qu'on fait une portion, on la réhabilite, on fait l'autre portion, on réhabilite, on fait l'autre portion et on réhabilite. Donc, on continue. On a déjà parlé, 5 foreuses en activité, entente sur les répercussions et les avantages avec les Premières Nations qui est en négociation, autorisation de demande de permis qui est en cours, puis opération vers les échantillons en vrac. Au niveau du développement sous terre, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on développe avec l'entrepreneur minier CEMAC notre accès pour Lynx 4. Donc, les équipements là, habituels pour ce genre de travaux, là, des camions 30 tonnes ou 42 tonnes avec des chargeuses 7 verges, 8 verges, jumbo électriques qui sont programmables, qui peuvent forer seuls, chargeurs et émulsion, donc les équipements habituels. Et finalement, le plan qui monte la galerie qui sera à Lynx 4. Mentionner aussi, je n'ai pas pensé de l'écrire quand j'ai préparé la présentation, mentionner qu'on regarde aussi pour mettre de la technologie dans l'exploitation du gisement. On a déjà un réseau LTE qui va sous terre. On est déjà capable, on commence ça dans les prochains mois, disons, avoir des lampes pour pouvoir voir où sont les gens, être capable de voir où sont nos équipements, ou voir où sont nos choses. Fait que, comme une mine qui va naturellement être moderne, on va avoir toutes ces facilités technologiques-là. On regarde aussi dans la faisabilité, on avait plusieurs équipements électriques. Donc, ça aussi, c'est prévu qu'il y aura plusieurs équipements électriques, là, boom truck ou boulonneuse, etc. Là. Fait que c'est des choses qu'on travaille. Fait que ça fait pas mal de tours. On serait rendu à la période de questions. Pour la période de questions, s'il vous plaît, levez la main. On va vous apporter un micro pour que vous puissiez poser la question pour qu'elle puisse être enregistrée en ligne. Ghislain est allé chercher le micro-casque pour vous l'apporter. Ça ne fonctionnera pas? OK, bon, on va fonctionner. C'est bon. À ce moment-là, je vais vous laisser le micro et répéter la question. Non, au contraire, c'est prévu, je ne vais pas penser de la montrer, là, mais il y a une usine de remblai en pâte. Ça va être principalement du remblai en pâte. Puis aussi, les extrémités de zone vont être en remblai rocheux. Puis le remblai rocheux cimenté, si tu veux, va être comme un plan B. J'arrive de travailler à Casa Bérardi 6 mois avant de m'aller à Windfall. Puis c'est vraiment très semblable là, comme méthode de remblayage. Oui? On est toujours en attente de notre permis, donc ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, bien qu'on essaye de le suivre le plus efficacement possible, naturellement. On espère l'avoir, disons, pour le printemps 2025 pour commencer la construction. Puis après ça, construire une usine, etc., là, on peut s'attendre 18 à 20 mois. Puis après ça, en même temps, c'est sûr que lorsqu'on a le permis de construction, ça va être aussi le début des travaux sous terre, continuer le développement, accéder aux zones, le réseau de remblai en pâte, etc. Là, tout va se faire un peu en même temps, en surface et sous terre. C'est pour ça que même avec 600 chambres, il y a des journées où ça va être serré.
Oui, j'ai oublié de répéter la première question, donc je vais répéter celle-là. On me demande là, quelle est la relation avec Goldfield se sont impliqués dans le projet, puis qu'est-ce qui les intéresse de venir au Canada. Goldfield, ils voulaient venir au Canada depuis déjà un certain temps. Fait qu'ils ont vu une opportunité dans le projet. C'est pour ça, naturellement, qu'ils sont intéressés au projet. Comme je disais pendant ma présentation, je pense que l'excellent travail de Minera Cisco pour découvrir le gisement a créé de la valeur. C'est pour ça qu'eux autres, ils voient cette valeur-là, puis ils ont voulu s'inclure dedans. Le groupe minier Windfall est formé de 50 de Cisco et 50 de Goldfield. Moi, je suis je me rapporte au conseil d'administration de Windfall, qui est composé de 3 membres de Cisco et de 3 membres de Goldfield. Ils sont à 50-50 dans le projet. Oui? On me demande c'est quoi l'entente avec Bonterra qui a été conclue. Je ne suis pas vraiment un spécialiste là-dedans. Je ne suis pas impliqué au niveau de l'exploration. Par contre, ce que je peux dire, c'est que oui, c'est une entente d'exploration. Il y a des pourcentages. Cisco de dépenser certains montants pour acquérir un pourcentage de possession des terrains. Puis ça fait partie du joint venture, de l'entente bipartite de Goldfield à Cisco par rapport au groupe minier Windfall. Donc, éventuellement, s'il y avait un gisement qui était découvert là, ben, il pourrait y avoir des synergies là, avec Windfall nécessairement. Oui, ce qui se passe, c'est que excusez, on me demande si on a déjà commencé à explorer en collaboration. Oui, effectivement. Actuellement, il y a des foreuses qui forent dans cette région-là, puis il est prévu qu'il va en avoir encore là, pour le reste de l'année, puis possiblement plus tard. La manière que ça fonctionne, c'est que c'est la minière Cisco qui s'occupe de toute la gestion, de toute l'exploration autour de Bonterra. Puis, c'est fait comme un service en partie au groupe minier Windfall. Fait que là, il y a des échanges d'argent pour que tout ça fonctionne ensemble, là. Bien, la ligne actuellement nous permet d'avoir 25 mégawatts. Il y a un poste qui doit être construit, qui devrait être prêt au mois d'octobre, qui nous permettre de monter à 69 mégawatts. Fait que c'est 69 mégawatts, ma compréhension, qui serait réservée au projet. Donc, c'est sûr qu'il va falloir faire aussi de la gestion de nos dépenses énergétiques, mais c'est amplement suffisant là, pour le projet. Oui? Je dirais que c'est un peu trop loin. On me pose la question, le gisement accède par rampe. Est-ce qu'un jour, on pense qu'on on va commencer à regarder pour un puits? Je dirais que c'est tôt, étant donné qu'on n'est pas encore en production, qu'on prévoit vraiment commencer à produire, à avoir de l'argent vers la fin de 2026. On a les permis et tout ça, là, ou début 2027, là, dépendant. Là. Mais c'est tôt pour ne pas parler d'un puits. Il faut commencer par faire des profits, puis après ça, continuer à reprendre l'exploration pour définir plus de ressources. Mais c'est sûr que ce n'est pas une idée qui est écartée, pas du tout, mais c'est pas tout de suite. Oui. On me demande si au début du projet, il y avait des microphoses d'envisager. À moins que Louis-Matt me contredise, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, donc je vais dire que c'est plus envisagé. Bien,
On me demande quand on pense avoir la signature du IBA pour les Premières Nations. C'est un dossier là, qui est suivi de proche, mais je dirais que ça va bien. Là. Quand est-ce que ça va être signé, je ne suis vraiment pas capable de te le dire, mais à date, comme tu dis, les négociations vont bien. C'est un indice des années 80. On demande que la genèse un peu du dépôt, l'histoire. Donc, c'est un indice qui a été découvert dans les années 80 par un prospecteur. Il a été repris par Alti Ressources, je ne sais pas exactement, qui a été foré dans les fins des années 90. Ça a été abandonné. Ça a été repris par Noron. Noron, dans les années 2007-2008, ont foré. Ils ont eu une teneur exceptionnelle. Je pense quelque chose comme 6 kilos par tonne. Qui avait été trouvé en forage. Puis ils ont décidé de froncer une rampe tout de suite, sans faire de compréhension géologique, tout ça, juste aller voir c'est quoi qu'ils ont. Quand ils ont foré, quand ils ont descendu, à l'époque, ils étaient aussi sur Ring of Fire en Ontario. Puis Ring of Fire devenait de plus en plus positif, puis ça a fait descendre leur intérêt, de plus que quand ils sont arrivés dans le secteur de la zone, ils ont trouvé les petites veines, ils ont trouvé un peu comment ça... qu'est-ce qui a causé la super haute teneur, mais ils n'ont pas été capables de le reproduire en développant. Donc, ils ont abandonné le projet. Ça a été repris par la suite par... il m'en manque un. Après ça a été Eagle Hills, puis Eagle Hills a vendu à Cisco. Donc, après ça, c'est l'histoire qu'on a commencé, qu'on a comptée aujourd'hui. Merci. Bien, merci tout le monde. On va remettre 2 cadeaux aux conférenciers. Le premier, on va commencer par... venez en avant. On va commencer par le polo pour que vous soyez bien habillés cet été au golf. Merci. Et le deuxième, c'est... là, c'est une toile pour 2. Vous allez l'avoir à garde partagée. Là. Je vais inviter Marie-Josée, c'est celle qui fait nos peintures. Bien, merci. Merci encore. Oui. Je vous ai dit en commençant que ça faisait 32 ans que la semaine minière existait année après année, mais maintenant que José et Martin sont là, on va rendre à César ce qui appartient à César. C'est l'AMQ qui chapeaute tous les différentes organisations au niveau provincial. Elle fait signe de oui, mais quand même, c'est ça. Mais ça prend quand même un général. Puis ce n'est pas tout le temps évident parce que vous comprendrez que c'est des groupes de bénévoles partout à travers la province qui n'ont pas nécessairement tous les mêmes besoins puis les mêmes demandes. Fait que ça prend quelqu'un qui dit oui puis qui, on espère, ne dit pas trop non souvent. Merci. La conférence va être mise en ligne si ce n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir la revoir comme vous voulez. Je vous invite évidemment à aller consulter la page Facebook ICM Amos. La conférence va être là. Puis en même temps, vous allez voir les annonces à tous les jours. Je publie plusieurs nouvelles du secteur minier sur la page Facebook ICM Amos. Je sais que Facebook n'est pas très, très collaborateur de ce temps-ci. Puis si je mets les liens, vous allez juste voir qu'elle ne peut pas être publiée au Canada. Il faut faire un petit peu de Google, mais au moins les titres des articles, vous les avez, puis vous pouvez après ça choisir lesquels vous voulez aller voir. Ceux qui ont besoin d'attestation de présence pour leur ordre professionnel, envoyez-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Ça risque d'aller plus en fin mai ou en juin, mais je vais vous les envoyer. Habituellement, il y a toujours une boîte à l'entrée pour recueillir les cartes d'affaires. Je ne sais pas si elle a été mise, mais si vous pouvez la mettre sur le...